Laetitia du blog La Demoiselle d'Octobre. Hop, je rajuste le fauteuil, voilà. Et je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast dans lequel on va parler couture, on va parler tricot et on va parler teinture végétale. J'ai enregistré, je crois, la dernière fois début juin, donc ça fait un mois, voire peut-être même plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu. Parce qu'en fait, pendant ce mois, j'ai pas énormément tricoté et je me suis tâtée de faire ou pas faire un podcast avant les vacances. Et finalement, je décide d'en faire un parce que je me suis aperçue que même si je n'avais pas énormément de projets finis, j'avais énormément de choses à vous raconter et aussi très envie de vous parler. Donc, je reviens pour un petit épisode que vous pourrez visionner pendant vos vacances si vous avez la chance d'être déjà en vacances ou juste avant pour tenir le coup pendant les dernières semaines qui vous restent avant vos congés d'été. Donc, on va commencer par les projets finis. En fait, j'en ai deux, dont un que je vais vous montrer vraiment en détail et que je porte. C'est mon Itofude cardigan. J'en suis super contente et j'en suis assez fière, je dois l'avouer, parce que c'est vraiment le projet en dentelle le plus compliqué que j'ai réalisé jusqu'ici. Et je suis vraiment très 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 contente de le porter et très heureuse du résultat. Donc là, on voit vraiment les pans en dentelle qui ont une forme un petit peu triangulaire et qui se rabattent en fait de chaque côté. Hop. En fait, voilà, c'est horrible à montrer à la caméra, mais je vous insérerai, je pense, quelques-unes des photos que j'ai prises dans mon jardin que j'ai déjà mises en ligne sur le blog. Donc c'est des pans en fait comme ça en croissant, on peut dire, ou qui se finissent en pointe, et qu'on peut effectivement soit porter, hop, soit on peut le porter ouvert, donc comme ça. Oh là là, vous voyez rien du tout. Je vous insérerai des photos plutôt. Donc on peut porter soit ouvert, soit effectivement, moi j'aime le porter fermé avec une broche. Je trouve ça très joli et en plus le mien il a un petit côté asymétrique très sympa. Donc les manches aussi sont très jolies, on a les motifs de dentelle qui se répètent jusqu'au bout. Et la seule modification importante que j'ai faite sur ma version par rapport aux versions, enfin à ce que le patron préconise, c'est que j'ai fait la bordure du bas tout le long dans une laine contrastante. Puisqu'en fait, il me manquait de la laine, chose que j'avais prévue, enfin que je savais dès le départ. Mais la surprise, c'est qu'il m'en a manqué très très peu. Je pensais qu'il m'en manquait, enfin, d'après les indications du patron, il devait m'en manquer un tiers de la quantité prévue, donc au moins un écheveau. Et au final, il me manquait que quelques grammes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci le patron de 8 rangs, je crois, d'une répétition de motifs. Donc j'ai fait une répétition de motifs en moins en bas. Et j'ai eu l'idée de faire la bordure contrastante avec une autre laine qui est une laine violette qui je trouve va super bien avec ce rose. Vous n'avez pas vraiment les vraies couleurs, mais on est proche. Voilà. Et je trouve qu'au final, c'est une super idée d'avoir fait la bordure contrastante. Je trouve que ça ajoute un vrai plus. Est-ce que j'essaie pas de me lever pour vous montrer ça? Voilà, vous voyez en fait tout le bas, tout le long, j'ai fait cette bordure contrastante. Et je trouve que c'est un vrai plus. Voilà, donc hop, pas facile de vous le montrer ouvert, hein. J'adore, j'adore, j'adore le rendu. Donc la laine que j'ai utilisée pour la bordure contrastante, je ne vous l'ai pas dit, c'est de la laine Malabrigo colorée rayon vert. Et j'aime beaucoup ces deux laines ensemble. Je les avais un petit peu posées comme ça sur ma table de salon, l'une à côté de l'autre un peu par hasard. Et c'est en les voyant côte à côte que j'ai dit il faut absolument que je fasse ma bordure dans un coloris contrastant. Et je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision parce que j'ai eu très peur. J'ai eu peur que ça fasse vilain ou que ça ne mette pas en valeur le coloris. Et finalement, je trouve qu'en fait, d'avoir choisi une couleur plus foncée que la couleur principale pour la bordure, ça rehausse drôlement le coloris principal, que ça le rend beaucoup plus lumineux. Et donc j'en suis vraiment très contente de ce gilet. Donc le modèle, c'est le Itofude cardigan d'une créatrice japonaise dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai tous les petits liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai tricoté ce gilet dans le cadre du Cal des Beaux Jours que j'ai organisé sur mon blog. Et si vous voulez avoir toutes les photos du gilet terminé, je vous invite à aller voir sur mon blog La Demoiselle d'Octobre. Et vous verrez également toutes les participations des autres pas des candidates, des autres participantes au Cal des Beaux Jours qui ont vraiment fait du super travail. Et bravo à toutes, vous avez vraiment fait de très beaux tricots en dentelle. C'était vraiment magnifique la galerie de toutes vos participations. Donc j'insérerai peut-être à ce moment-là de la vidéo une ou deux photos du Itofude porté pour que vous ayez des vues de côté, de devant, de dos que je ne peux pas trop vous montrer à la caméra parce que ça donne pas grand chose et que en plus j'ai des petits soucis de lumière aujourd'hui donc je sais pas trop ce que ça va donner. Comme vous voyez, je suis dans mon bureau, dans mon atelier, l'endroit où je couds et où je tricote, mais c'est vrai que autant il est chouette
pour coudre, tricoter et bloguer, autant j'ai l'impression que pour tourner des vidéos, l'exposition est pas super. J'étais obligée de fermer une partie du volet parce que ça me fait un teint de vampire un petit peu. Je suis pas malade, hein, vous inquiétez pas, c'est la lumière qui fait ça. Bref, voilà, c'était au sujet de l'endroit où je tourne, mais on s'en fiche. Donc, projet terminé, le Ito Foodie cardigan, un modèle qui est disponible sur Ravelry et qui est payant. Donc, ce modèle super sympa à tricoter. J'ai adoré la construction originale parce qu'en fait, on commence par tricoter un grand rectangle, donc qui correspond à ça en fait, tout le haut du cardigan, et ensuite on le replie en deux. J'en avais déjà parlé, je crois, dans la vidéo précédente, et on fait un rabattage à 3 aiguilles, donc qui correspond à la petite couture en fait qu'on a, qui est plutôt discrète, qu'on a tout le long du bras et qui passe sous le bras. J'ai trouvé ça super comme technique et je pense que vraiment je la réutiliserai pour d'autres gilets parce que c'était vraiment très agréable à faire et beaucoup plus agréable à faire qu'une vraie couture, puisque là en fait c'est une couture, mais c'est une couture plus en tricot. C'était assez chouette. Donc ensuite, je voulais enchaîner avec, on va dire, un vieux projet fini que j'ai eu envie de vous remontrer. En fait, il s'agit de mon châle Dream Stripes. Alors, si vous me suivez depuis, on va dire, moins de 2 ans, ça vous dira rien. Si il y a parmi celles qui me regardent des anciennes, très anciennes, qui suivaient le blog à l'époque très lointaine, où je ne savais pas faire de dentelle, où je découvrais à peine les aiguilles circulaires et où je ne connaissais même pas Ravelry, c'est pour tout dire, c'est vraiment l'âge de pierre du tricot à l'époque. Donc j'ai ressorti mon vieux, entre guillemets, parce que je le trouve déjà un petit peu vieux, mon vieux châle Dream Stripes. Donc le modèle est de Bérangère Caillot, je crois. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'était un châle que j'avais tricoté, donc pareil, dans le cadre d'un cal, même le tout premier cal que j'avais organisé sur le blog à l'époque. C'était la première fois que j'en faisais un. Et c'est vrai que malheureusement, je ne le porte pas pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve qu'il est raté, mais bon, à la limite, au niveau une fois enroulé autour du cou, ça se verrait pas trop, mais surtout, c'est que à l'époque, j'avais choisi un espèce de coton mélangé à du chanvre et qu'en fait, ça pique horriblement, donc je ne le supporte pas. Donc malheureusement, il est dans son petit panier et j'en fais rien du tout. Mais j'ai envie de le ressortir pour qu'il ait son petit moment de gloire et parce que je me suis aperçue quand même de temps en temps, je sais pas si vous faites ça, mais on a certains projets tricot qui sont un peu des sortes de jalons dans notre parcours et qui nous permettent de se rendre compte des progrès qu'on a fait parce que c'est vrai qu'on apprend quand même tous les jours. Et donc moi, ça a été vraiment le Ito Fude qui m'a permis de me rendre compte de ça. Quand je l'ai eu terminé, et que je l'ai eu porté, de me voir avec, j'ai un petit peu fait un flashback quand j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis rappelé de donc l'époque où j'avais fait ma toute première dentelle qui était celle de ce châle de Dream Stripes. Donc la dentelle, et je vais vous montrer un peu en grand et après on va zoomer sur la dentelle. Donc en fait c'était un châle, hop, qu'on commençait, voilà, un châle qu'on commençait par ici, donc la partie haute. C'était un châle rayé. Donc à l'époque, je n'avais jamais fait non plus d'augmentation intercalaire. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des mascagnes au milieu. Là, c'est pas top top. Et donc, on continuait avec les rayures jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et c'est ici après qu'il y avait cette espèce de bordure en dentelle. Enfin, cette espèce. Il y a normalement une bordure en dentelle. Et moi, sur mon châle, vu qu'à l'époque, je débutais un petit peu dans les jetés, les augmentations, les mailles ensemble, c'était pas évident. Donc moi, j'ai eu un espèce de machin qui ne ressemble absolument à rien et que j'avais appelé à l'époque ma dentelle Picasso parce qu'en fait, j'avais pas réussi à suivre correctement les instructions. Je pense que c'est aussi et surtout parce que à l'époque, je ne connaissais pas l'existence des anneaux marqueurs, donc je mettais rien du tout en fait pour me repérer. Donc je pense que sur une dentelle, sur toute cette longueur-là de châle, quand on n'a jamais fait de dentelle, que c'est la première fois et qu'en plus on n'a pas d'anneaux marqueurs, c'est juste très compliqué. Et à l'époque, ça m'avait pris la tête, je me souviens, et je m'étais dit, bah tant pis, la dentelle, elle sera comme elle sera, je la laisse comme ça. Et donc, j'ai obtenu, voilà, un espèce de truc, en fait, c'est juste une nuée de trous qui ne ressemblent à rien, et qui font pas du tout le joli motif qui était prévu au départ. Donc c'est vrai que je trouve la bordure hideuse, surtout maintenant que je regarde un petit peu les vrais motifs en dentelle et que j'en fais aussi pas mal, parce que je suis devenue vraiment accro. Mais bon, j'ai eu envie de le ressortir quand même pour vous montrer, manière de dire, faut pas lâcher prise. Quand on apprend la dentelle, au début, ça paraît compliqué, on fait parfois des bourdes. Peut-être votre premier châle en dentelle, il ressemblera à un Picasso comme le mien, ou peut-être il sera très réussi du premier coup, hein. Ne faites pas comme moi, surtout pour une première, pensez bien à mettre des anneaux marqueurs. Vraiment, les anneaux marqueurs, moi, c'est ce qui me sauve parce que j'ai une tête de poisson rouge.
Donc le temps que j'arrive au bout du rang, je me rappelle déjà plus où j'en suis. Donc avec les petits anneaux marqueurs, c'est un petit peu mon fil de sûreté, on va dire, et je m'en repère beaucoup mieux. Donc c'est vrai, ça m'a fait un petit quelque chose de ressortir ce châle et de voir à l'époque ce que j'avais fait et on va dire, 2 ans après, 3 ans après, ce que je suis capable de faire. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'à force de pratique et d'efforts et de persévérance, on arrive quand même à progresser et aussi, je me fais vraiment de plus en plus plaisir parce qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pu me permettre, enfin je me serais jamais permis de, de faire ça et aujourd'hui, je le fais avec vraiment, super grand plaisir et je suis super heureuse de pouvoir le porter et super fière aussi, quand je l'ai sur le dos de dire, «C'est moi qui l'ai fait». Donc voilà, beaucoup de blabla juste pour vous parler de mon Ito Fude cardigan, mais bon, je l'aime d'amour, donc ça valait bien le coup que je reste dessus 10 minutes. Donc c'est mon seul gros projet tricot qui est terminé. Je suis contente parce que je l'ai fini dans les temps pour le cal. J'étais pas sûre de terminer vraiment pour le 21 juin, comme c'est la date que j'avais fixée. Et finalement, ça s'est super bien passé et j'ai pu le finir à temps, donc c'est un point positif. Je vais boire une petite gorgée. Et on va pouvoir continuer avec les projets finis. Donc, le second projet fini que j'ai est un projet fini qui va rester un peu à moitié secret, donc que je ne vous montrerai pas en entier, mais je ne résiste pas à vous montrer un petit peu parce que ne croyez pas que j'ai rien fait en juin. En fait, j'ai eu le temps de finir un autre projet qui est un petit boléro dont j'ai fait moi-même le patron. Donc, j'avais pas prévu en fait de faire si vite un autre patron après Cassiopée, mon dernier châle, mais j'ai eu un éclair de folie, enfin un petit coup d'inspiration, on va dire, un éclair d'inspiration qui a fait que j'ai monté ce boléro et que je l'ai terminé donc en 15 jours. J'ai jamais fait auparavant de patron de vrais vêtements, c'est-à-dire de boléro, de gilet. Je n'avais fait que des accessoires, des châles, des mitaines, des bonnets, des snoods. Pour la bonne et simple raison que je ne me sentais pas encore assez à l'aise au niveau de la technique pour designer entièrement un patron dans lequel il y aurait vraiment voilà, une forme et qui devait être vraiment adapté à la forme du corps et où il faudrait développer plusieurs tailles. Et puis, je ne sais plus exactement comment c'est arrivé. Je crois que je me suis retrouvée à regarder Harry Potter un jour sur un de mes jours de repos comme je le fais parfois quand ça me prend et que j'ai envie de me remettre un petit peu dans cet univers-là. Et pendant le film, il y a une idée qui a commencé à germer un petit peu dans ma tête et je me suis souvenue de cet écheveau de laine que j'avais ramené du salon Création et Savoir-faire, qui était justement ma labrigo rayon vert que j'avais utilisé, rappelez-vous, pour la bordure ici de mon Itofude. Et donc cette laine, d'ailleurs je me demande si elle n'était pas posée sur ma table ou si je l'avais pas vue pendant que je regardais le film. Enfin, ça a commencé à me travailler cette laine là justement. Alors je vais juste vous montrer comment je vous montre ça. Est-ce que je vous montre un petit bout de la dentelle de ce boléro? Ah, vous voyez, petit bout de dentelle. Donc cette laine, voilà. Alors c'est très difficile de vous montrer le vrai rendu à l'écran, mais elle a une couleur vraiment dingue en fait. Je pense que je vais vous insérer des photos de les chevaux que j'avais pris. Il y a ce violet super saturé, super intense, dans lequel il faudrait que je trouve un endroit où il y en a pour bien vous le montrer. Je fais ma vilaine, je vous montre un autre bout de dentelle là, dans lequel il y a des parties en fait de vert super intenses. C'est horrible, j'arrive pas à vous rendre la vraie couleur. Bon, je pense que je vous mettrai une photo, mais en gros, ouais. Ce que vous voyez gris, c'est vraiment vert-vert, c'est magnifique. Et donc ce coloris rayon vert m'a tout de suite, enfin ça a tout de suite fait tilt dans mon esprit. Ça m'a tout de suite rappelé le fameux sortilège qui a touché Harry à la base quand il était petit et qui est à l'origine de toute l'histoire de Harry Potter et de toute la saga écrite par J.K. Rowling. Et là, dans ma tête, je me suis mise complètement à me replonger là-dedans, à relire des chapitres de livres, à me faire refaire toute l'intégralité des films dans un sens du premier au 7 et dans l'autre du 7 au premier. Et baignant là-dedans, j'ai commencé à monter des mailles et là, effectivement, je me suis replongée dedans et j'ai fini un petit boléro qui est donc complètement inspiré de l'univers d'Harry Potter et plus précisément il m'a été inspiré par le personnage de Luna Lovegood. Je pense que je vous mettrai aussi quelques photos pour le fun.
Je suis désolée si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter. Je vais pas passer tout le podcast dessus, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter à la prochaine partie qui sera la partie couture. Mais je faisais quand même une petite parenthèse là-dessus parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup occupée au mois de juin. Et donc, le personnage de Luna, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est complètement à côté de ses baskets et elle paraît complètement dans la lune, hein, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est pas anodin si elle porte ce prénom. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a tout compris à la vie, enfin qui a une forte perception des choses et qui est beaucoup plus ancré dans la réalité que ce qu'on peut penser au départ. Et c'est un personnage un peu loufoque qui m'a toujours beaucoup amusée et pour qui j'ai toujours eu beaucoup de tendresse. Et donc, je l'ai dans le film, c'est vrai qu'on voit, elle porte à plusieurs reprises des petits gilets courts comme ça, et je me suis mise à imaginer un petit boléro qu'elle pourrait porter et que je lui voyais bien porter, donc dans cette laine qui m'avait carrément rappelé l'univers d'Harry Potter à cause de la présence du vert dans ce violet. Parce que pour moi, c'est vrai, je trouve que le violet, c'est toujours un petit peu associé à quelque chose de magique comme ça. C'est vraiment une couleur qui me parle et qui résonne pour moi, le violet. Et donc, ce petit boléro, je l'ai fait en 15 jours. C'est un boléro sur lequel il y a un petit peu de dentelle. Euh, je ne sais pas, est-ce que je serai super sympa et est-ce que je vous intègre quelques photos du boléro fini puisque les photos sont prises. Je vais voir, je vous ferai peut-être la surprise parce que je voulais attendre en fait d'avoir plus avancé dans l'écriture du patron avant de vous le dévoiler complètement. C'est vrai que j'ai jamais fait ça avant et que c'est assez complexe de... enfin, on va pas dire que c'est facile, mais entre guillemets, j'ai eu moins de difficultés que ce que je pensais à monter le patron pour moi. Puisque j'ai monté les mailles, j'ai essayé au fur et à mesure, c'était assez simple, mais je pense que la vraie difficulté, ça va être de le grader pour vous, pour qu'il vous aille à vous, et ça, c'est quelque chose que j'espère arriver à faire, mais que au cas où je ne puisse pas le faire, je voulais pas trop dévoiler les photos si finalement le projet tombait à l'eau. Je sais pas, je mettrai peut-être quelques photos. Donc voilà, deuxième projet terminé mais que je vous montrerai complètement quand j'aurai un petit peu plus avancé dans la rédaction du patron, c'est mon boléro Luna. Donc je vous montre un petit peu la dentelle, voilà. Puisque c'est un patron sur lequel il y a deux motifs différents de dentelle et qui est tricoté sinon en jersey parce que je voulais mettre en valeur le coloris de la laine qui est super joli selon moi. Ça c'était pour le projet, le second projet que je vous montre pas totalement mais je vous en montre un petit peu quand même parce que vous aime bien et que j'ai très hâte de vous le montrer. Côté tricot, c'est tout. C'est tout. Et hop. Ensuite, je pense qu'on va parler de la couture. Côté couture, j'ai rien de fini. C'est vrai que je pensais coudre un petit peu plus que ça. Et en fait, j'ai tellement été sur ce patron de boléro, ça m'a tellement absorbée que je n'ai fait que ça. J'étais là-dedans à 4000%. Et du coup, j'avais coupé quand même un... J'avais prévu de coudre une robe et finalement, j'ai juste coupé les pièces et j'ai à peine commencé à la coudre, mais je vous la montre quand même, ça fera une petite partie couture. Donc, vous reconnaissez sans doute le patron. C'est la C d'adresse de Pauline Alice. J'avais déjà tricoté la version qui est à droite ici, qui était la version automne-hiver. Vous vous en rappelez peut-être. Je l'avais faite dans un coton émeraude et noir avec des tout petits pois dessus, des petits dots. Et j'avais dit qu'à l'été, je me coudrais la version plus printanière, donc qui est celle-ci avec les manches courtes, que je trouve super élégante et super jolie. Et j'avais prévu au départ de l'avoir terminée pour ce podcast et finalement j'ai beaucoup moins avancé que prévu, mais je voulais quand même vous en parler un petit peu et vous montrer mon choix de tissu. Donc j'ai choisi, hop, d'ailleurs j'avais les pièces coupées là, voilà. J'ai choisi ce petit coton avec des petits pois blancs que je trouve super léger et super mignon pour l'été et que j'avais acheté à Toto à Toulouse il y a quelques mois en prévision de faire cette robe. Voilà, petit coton bleu, il est un petit peu transparent donc, mais c'est pas grave parce que le haut de la robe est doublé et je voulais quand même quelque chose de très léger puisque c'est quand même une robe prévue pour l'été. Pour l'instant, j'ai juste cousu en fait. Bon, je vous montrerai pas les pièces à la caméra comme ça parce que je trouve ça un petit peu idiot parce que vous verrez pas le rendu. J'ai juste cousu le haut de la robe en fait, la partie qui va constituer les manches, juste cette bande du haut. Et ça va, pour l'instant, c'est agréable à coudre. C'est vrai que je me presse pas parce que j'ai pas envie de me. En général, quand je me force entre guillemets à coudre et que j'ai pas vraiment la motivation, je fais des bêtises, je monte des pièces à l'envers et il faut que je démonte. Donc c'est idiot. Donc du coup, je vais à mon rythme sur cette robe, mais je suis bien décidée à l'avoir finie pour la porter cet été. Voilà. Là, c'est l'adresse de Pauline Alice, donc ce sera ma deuxième version de ce patron que j'avais tricoté, que j'avais cousu une première fois
en version automne-hiver et prévu de refaire, je pense. Voilà. Je vais faire une parenthèse. J'ai complètement oublié de vous dire ça. Rien à voir avec l'acide d'adresse, mais parce que je pense mensuration et modification de patron. Par rapport à mon patron de Boléro, donc j'ai pas pour l'instant, j'aurais voulu en fait, idéalement, dans un monde où j'aurais des journées qui feraient 102 heures et que j'aurais 4 mains et un super cerveau, j'aurais voulu sortir le patron pour le 31 juillet, qui est donc la date anniversaire d'Harry Potter. Je trouvais la symbolique sympa, mais il est évident que... Oups, ça vient, c'est le patron qui est tombé. Vu le stade de rédaction où j'en suis, j'aurais jamais fini pour cette date. En revanche, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur mon blog. J'ai fait un petit article qui s'appelle Des patrons qui vous ressemblent et dans lequel je vous ai joint un petit formulaire que vous pouvez le remplir si vous le souhaitez. C'est un formulaire anonyme dans lequel je vous invite à me renseigner, non, dans lequel je vous invite à écrire, voilà, me décrire vos mensurations. En fait, ça m'aiderait pour la conception de ce boléro et de mes prochains patrons si j'arrive à aller au bout de celui-là et que du coup je fais d'autres gilets, boléros, etc. D'avoir vos mensurations pour pouvoir faire des patrons qui soient au plus proche de la réelle morphologie des femmes, puisque je me suis aperçue en faisant des recherches à quel point les mensurations, on va dire, standards, sur lesquelles je m'appuie pour l'instant à défaut d'avoir assez d'informations supplémentaires, on va dire, à quel point c'est complètement faux, obsolète et complètement stupide. Parce qu'en fait, bon, voilà, ils pensent que déjà les femmes sont des bâtons, donc sont tout droit de haut en bas, ce qui est complètement aberrant. Et ce qui fait que du coup, ça vous oblige forcément et ça m'oblige. J'ai déjà eu le cas, notamment avec le Itofude, j'ai été obligée de reprendre des choses. Je dis pas que le patron est mal fait, hein, c'était un régal à faire, mais je m'aperçois que quel que soit le patron, souvent on a des modifications à faire parce que justement n'est pas assez tenu compte de la réelle morphologie des femmes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et j'aimerais vraiment, si je fais des patrons féminins, pouvoir m'adapter et entre guillemets sortir des mesures standards pour aller vraiment faire les vraies mesures du corps des femmes. Donc je vous invite à remplir ce petit formulaire qui est complètement anonyme avec vos mensurations. Après, si vous ne voulez pas toutes les renseigner ou que vous voulez renseigner que certaines questions, c'est votre choix. Vous pouvez le remplir. Il vous suffit ensuite de l'enregistrer et de me le renvoyer par email à lademoiselledoctobre@gmail.com. Je pense que je vous mettrai le lien direct vers l'article dans lequel il y a le formulaire en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez y accéder plus facilement. Donc, je vous demande simplement mensuration, les mensurations standards. Poitrine, tour de taille, tour de hanche, longueur de bras et tour de bras. Et votre taille également et longueur du buste, je crois. En gros, toutes les mesures qui peuvent me servir pour l'élaboration de patrons de gilets, de boléros, de vestes, etc. Et je vous demande également quelques petites choses qui peuvent me servir. Par exemple, si quand vous tricotez un patron, vous faites des modifications importantes à certains endroits ou des modifications récurrentes. Voilà, donc je referme la parenthèse sur le côté mensuration, etc. Et j'étais en train de vous parler de quoi déjà? Voilà pourquoi j'essaie de pas faire de digression d'habitude. De masse et d'adresse, donc dont j'avais choisi le tissu, ce petit tissu en coton à pois. Donc j'ai super hâte de me la coudre et j'espère quand même que je l'aurai fini pour l'été. J'aimerais bien idéalement l'emmener pour mes vacances. Je pars en vacances début août. Dans les montagnes, dans les Alpes. Donc j'ai très 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 hâte de cette parenthèse qui va me faire, je pense, beaucoup de bien et ça va être un super bol d'air. Et j'ai prévu d'emmener du tricot, bien sûr, et cette petite robe que j'espère avoir finie. Donc c'était tout pour la partie couture. Dans quel ordre je vous fais ça? Bon, je vais vous faire d'abord la partie teinture, puisque autant j'ai pas fini énormément de projets couture au tricot, autant la teinture, je me suis complètement lâchée ces derniers jours. J'ai vraiment, vraiment, je me suis amusée et j'ai teint, alors où est-ce que je les ai mises? J'ai teint 3 couleurs différentes, donc je vais vous les montrer, je pense, dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai fait. Et je vais boire encore un petit peu parce que je parle. Voilà. Alors, teinture végétale. La première teinture que j'ai faite, qui va être un peu difficile à vous montrer parce qu'elle a l'air blanche presque, tellement à la caméra, tellement la nuance est subtile et pas facile à montrer, c'est celle-là. Oh, elle a l'air toute triste là, comment je pourrais faire ça? Si je vous la montre sur... ça peut être sur bleu, à côté du bleu. Ouais, ça fait un peu plus proche de la vraie couleur. Donc en fait, c'est une sorte de beige jaune très très pâle.
que j'éteins avec du marc de café. Donc je bois pas énormément de café, mais j'aime beaucoup le café et il m'arrive d'en prendre de temps en temps. Donc j'ai gardé mes dosettes de machine à café. J'en ai gardé je crois 6 en tout. Et avec ça, j'ai teint cet écheveau qui est en fait un demi-écheveau. C'est pas un écheveau complet. Donc c'est un écheveau de 200 mètres. C'est ça? Non. Si, de 200 mètres et de 100 grammes que j'ai coupé en deux. Donc en fait, je n'ai que 50 grammes et 100 mètres. Voilà, si je me suis pas emmêlé les pinceaux, c'est ça. Et donc j'ai teint au café. Donc j'ai mis mes dosettes à chauffer dans une grande marmite d'eau chaude. Pendant bien 1 heure, j'ai éteint le feu, j'ai laissé refroidir ça jusqu'au lendemain. Et le lendemain, j'ai plongé mon écheveau directement dans ma marmite et je l'ai laissé cuire 1 heure à tout petit feu avec les dosettes. Je les ai laissées dans la casserole. J'avais laissé les dosettes dans la marmite en espérant obtenir un coloris brun foncé, enfin quelque chose de beaucoup plus proche du café en fait. Et au final, ça m'a donné ce coloris tout clair. Donc, vous voyez, et je suis désolée, mon écheveau, il est ignoble. J'ai pas pour l'instant de matériel pour bobiner la laine et faire les échevaux, et donc je fais un petit peu du système D. Et pour l'instant, c'est vrai que mes échevaux, ils sont horribles, et que comme je suis un petit peu une grosse feignasse, et que je sais que je vais les mettre en pelote pour les tricoter, je les remets pas en beaux échevaux comme font les pros. Donc ça ressemble à ça, un écheveau chez moi, c'est pas beau. Donc, je vais peut-être vous le déplier pour vous montrer, voilà. Donc ça, c'est au café. J'ai été un petit peu déçue parce que j'espérais quelque chose de beaucoup plus profond, mais c'est aussi les aléas de la teinture végétale et je débute et c'est normal que j'obtienne des choses pas toujours prévisibles. Je considère pas que c'est raté parce que c'est une couleur que je me vois porter et que je tricoterai parce que c'est quelque chose de très neutre, c'est ça le point positif. Mais c'est sûr qu'à côté du rose magnifique de mon Ito Fude, ça fait un peu fadouille quoi. Voilà, donc c'était la première teinture au café, marc de café, numéro 1. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que j'étais un petit peu déçue et frustrée du résultat de celle-là que j'ai tout de suite voulu en faire une autre et rebondir. Et là, j'ai pas été déçue du tout puisque j'ai obtenu ce orange absolument dingo. Ah là, vous le voyez super bien. Regardez-moi cette couleur de folie. C'est vraiment du orange carotte. En plus, à côté de ma peau qui est plutôt pâle, ça fait vraiment vif. Le orange est un coloris que j'ai longtemps détesté, mais qu'aujourd'hui j'aime bien et que pourquoi pas j'ai envie de porter. Alors après, ça me va pas, je sais pas, mais ça m'attire beaucoup. Parce qu'on est encore une fois dans les coloris de l'automne que j'adore. Et ce petit écheveau, à votre avis, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le teindre? Quand je vais vous le dire, ça va me dire, mais oui, c'est pas des carottes, puisque j'avais aussi fait une teinture avec des fans et des pots de carottes. Si vous avez des fans et des pots de carottes et que vous voulez essayer la teinture végétale, ne les jetez pas, ça permet de faire de très jolies choses. Moi j'avais obtenu un magnifique jaune que je n'ai plus, je pourrais peut-être j'insérerai une photo à ce moment-là, donc puisque je l'ai envoyé en cadeau à ma copine Rose Mine, puisque c'était son anniversaire, donc je lui ai fait un petit colis surprise d'anniversaire avec cet écheveau. Mais j'avais obtenu un jaune absolument lumineux et trop, en même temps super doux, super tendre, et j'avais vraiment trouvé le résultat chouette. Et donc, pour en revenir à celui-là, ce superbe orange, il a été obtenu avec uniquement, et j'insiste sur le uniquement, parce qu'il n'y a pas de mordant, il n'y a pas d'ajout de trucs chimiques, il n'y a rien que des pelures d'oignons. Donc des pelures d'oignons jaunes, l'oignon jaune tout bête qu'on achète sur l'étal des marchands de légumes. J'avais déjà fait une première teinture à l'oignon que je vous avais montré mais j'avais teint sur un écheveau déjà teint. Alors que là, j'ai teint sur une base complètement blanche. Et j'ai obtenu ça. Je savais même pas qu'on pouvait obtenir un orange si intense avec juste la pelure d'oignon, sans mordant-sage, sans préparer vraiment la fibre. Et comme je voulais obtenir une couleur vraiment qui est du peps, pas comme la précédente couleur qui était vraiment une nuance de beige très clair, j'ai vraiment mis beaucoup de pelure d'oignon dans mon bain. Donc j'ai dû mettre en tout, en termes de quantité d'eau, j'ai dû mettre 3 verres doseurs de 1 litre, donc 3 litres d'eau dans ma grosse marmite. Et en pelure d'oignon, je garde les sachets en craft là, des marchands de fruits et légumes. Et j'avais un sachet mais vraiment plein. Je pense qu'en termes de quantité par rapport à la dernière fois où j'avais teint à l'oignon, j'avais le double de pelure. Et je l'ai vu tout de suite parce que je vous mettrai des petites photos du processus. J'adore prendre des photos pendant la teinture pour vous montrer les différentes étapes.
J'ai vraiment beaucoup de pelure d'oignon et je l'ai vu tout de suite que ça allait donner une couleur plus concentrée. Quand j'ai vu la couleur de mon bain, qui avait vraiment une couleur intense et très très orangé foncé, presque marron, presque rouge ou bordeaux, enfin presque vraiment comme ça, très puissante, très foncée. Et donc j'ai fait cuire mon écheveau dans mon bain d'oignon que j'avais filtré et donc duquel j'avais enlevé quand même les pelures d'oignon parce qu'après ça s'accroche et puis ça peut faire des petites taches qui sont pas toujours très, très jolies. Et après 1 heure de cuisson et 24 heures encore à laisser l'eau refroidir tranquillement à température ambiante et la laine avec, j'ai obtenu donc ce orange de dingo. J'adore vraiment beaucoup. Seul bémol, donc en fait 2 bémols. Bémol numéro 1, étant donné que j'ai teint qu'un demi à chevaux, je n'ai pas beaucoup de laine au final et donc je ne pourrais pas faire un ouvrage complet qu'avec ça. Il faudrait que je le contraste avec une autre couleur. Et je ne sais pas trop avec quelle laine utiliser pour l'instant, puisque dans mon stock, il n'y a rien a priori qui va avec. Mais je me dis peut-être, pourquoi pas, une petite paire de mitaines pour l'automne, avec un petit marron, ça me travaille. J'aime beaucoup son côté. C'est vraiment l'orange du renard en fait. C'est ça, je me disais Rox et Rookie. C'est ça, c'est vraiment le renard, hein. Le orange renard, le orange citrouille, j'adore. Bémol numéro 1, j'en ai pas beaucoup, donc je pourrais pas faire quelque chose que avec ça. Il y a des travaux dehors, j'espère que vous n'entendrez pas. Bémol numéro 2, je vais vous montrer de plus près que vous voyez, voilà, ma laine a, j'ai l'impression, souffert pendant la coloration et j'avais l'impression aussi, commencer très légèrement à feutrer. Alors, je n'ai pas éclairci le mystère parce que j'avais quand même respecté les conseils donnés par les pros en termes de température. Je me suis renseignée là-dessus puisqu'il ne faut pas la faire chauffer trop la laine ou bien imposer des changements trop brusques de température, sinon effectivement elle feutre naturellement. Je pense pas que ce soit dû à la température de mon bain. Je pense que tout simplement le fil que j'avais acheté au départ n'était pas un fil très doux parce qu'il est un petit peu rugueux, un peu rêche. Et je pense aussi que la qualité de l'eau y est pour beaucoup. Parce que là où j'habite, l'eau est pas, enfin, elle est potable, on va dire. Elle est reconnue potable par la Société des eaux, mais elle n'est pas buvable, c'est-à-dire qu'elle a un sale goût, elle sèche la peau et je pense qu'elle est très très forte en calcaire et assez ferrugineuse. Il faudrait pour ça, d'ailleurs j'ai envie d'aller acheter des petites bandes, vous savez, pour mesurer le pH et de faire un test sur mon eau pour voir si effectivement si elle serait pas super acide et super pleine de fer et de calcaire. Je pense que la qualité de l'eau y est pour quelque chose. Puisque j'ai bien vu, j'avais pris une photo avant de teindre la laine, on voit bien sur les photos à quel point le fil était plus fin et pas tout fouillis comme ça. Elle a mal réagi à la teinture. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue. Et bon, c'est comme ça, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Je verrai en la tricotant ce que ça donne. Si jamais elle pique trop et qu'elle a cet aspect trop feutré, pelucheux, j'ai vu plusieurs techniques qui permettent de défeutrer la laine avec des choses naturelles, donc j'essaierai peut-être. Ça, c'était donc après le café qui avait donné ceci. J'avais obtenu avec des pelures d'oignon, donc ce super orange qui pique les yeux et que j'adore. Et donc j'étais super contente, j'ai mis mon échoua à sécher, mais j'avais encore mon bain d'oignon qui était très très coloré. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de le jeter alors qu'il m'a donné une super couleur et que j'aurai du temps pour refaire une teinture et qu'il me reste en plus de la laine à teindre, puisque du coup j'avais teint la moitié d'un écheveau, j'avais l'autre moitié qui me restait à utiliser. Donc j'ai pris ma laine et je l'ai replongée dans ce bain d'oignon en faisant de nouveau chauffer 1 heure. Donc j'ai pris de la laine blanche encore une fois et j'ai obtenu ceci. Et là, la couleur, alors voilà. La couleur est assez proche de la réalité et la couleur est presque celle de ma peau et j'adore. Alors en vrai, je pense qu'elle est un petit peu plus rosée. Vous avez un petit peu perdu à la caméra ce côté rosé. Elle est vraiment vraiment très jolie. Est-ce que je sais pas de vous montrer sur du bleu comme j'ai fait tout à l'heure? Voilà, là vous l'avez plus. Je suis fan de cette couleur. Autant celle d'avant me plaisait, autant celle-là, je la trouve vraiment d'une douceur incroyable. C'est vraiment un rose tout tendre. Je vous insérerai une photo parce que j'ai pris une photo où on voit vraiment bien la vraie teinte de l'écheveau. Encore une fois, mon écheveau, il est tout... J'ai honte. Il est moche. Il est super moche. Il est mal fait, quoi. Mais il est mal rebobiné. Mais c'est pas grave. C'est juste pour moi. C'est pas pour offrir celui-là. Donc ça montre bien à quel point, avec la même chose, on peut obtenir 2 teintes complètement différentes.
Donc ça et ça a été teint avec les mêmes pelures d'oignon, le même bain, simplement. Dans le premier bain, il y avait plus on va dire, de pigments, entre guillemets, d'oignon, je sais pas quel est le terme exact, plus de matière tinctorielle. Donc c'est cette matière qui est venue s'accrocher à la laine et qui lui a donné cette couleur. Mais dans le deuxième bain, il y en avait moins, mais il en restait un petit peu. C'est pour ça, parce qu'il en restait moins, que la couleur est beaucoup plus tendre et beaucoup plus claire. Mais ces deux laines ont été teintes avec la même chose, le même bain d'oignon. Et j'ai mis vraiment que des pelures d'oignon. C'est tout ce que j'ai mis. Il n'y a rien de chimique, il n'y a rien d'autre en fait. De l'eau, des pelures d'oignon. Donc je suis vraiment super fan de ces deux couleurs. Je pensais pas obtenir du orange avec les pelures d'oignon. D'après ce que j'avais vu, c'était plus dans les spectres de couleurs jaune, marron. Mais l'orange, je savais pas qu'on pouvait obtenir ça. C'était peut-être parce que mes oignons étaient... je l'ai vu en les épluchant, la peau était... Je voulais vous en garder un peu pour vous montrer la différence et puis j'ai plus pensé après. La peau était vraiment très épaisse de l'oignon. Donc c'est les oignons jaunes que j'utilise, je sais plus si je vous l'ai dit. La peau était très épaisse et elle se détachait en un seul bloc de l'oignon. J'avais pas besoin en fait de la peler au couteau. Je tirais d'un côté et toute la peau venait d'un coup. Donc elle était vraiment idéale, je pense, pour la teinture. Je pense que la peau était vraiment chargée en tanin c'est en tanin, voilà, on dit pas en pigment. Dans l'oignon, c'est les tanins qui font la coloration. Et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai obtenu une couleur si dense. Parce que du coup, comme j'avais utilisé toutes mes pelures d'oignon et que j'ai encore envie de réessayer de la teinture, puisque j'en suis pas sortie, je suis addict aux pelures d'oignon maintenant, ça y est. Envoyez-moi vos pelures d'oignon. Je plaisante qu'à moitié. Non, en vrai, si vous voulez m'envoyer vos pelures d'oignon, je vous donne mon adresse et puis voilà, je vous montrerai les résultats. Donc, je disais pelure d'oignon, oui. Je pense que c'est la qualité de la peau qui m'a fait obtenir une couleur aussi flash. Parce que j'ai racheté des oignons depuis et la peau est pas du tout la même. La peau est toute fine. On dirait, je pense que c'est parce que c'est un petit peu des oignons nouveaux aussi. Même si c'est des oignons jaunes, la peau est toute fine, elle est difficile à éplucher, elle accroche à l'oignon et elle a pas du tout ce côté sec et super épais qu'avaient les autres. Je pense que comme c'était les derniers oignons, on va dire, enfin, les derniers oignons avant les oignons nouveaux, ils avaient peut-être la peau vraiment plus dense et plus chargée en tanin. Donc je sais pas trop ce que ça donnera avec les nouvelles pelures que j'ai commencé à collecter. On verra bien. Donc voilà, teinture réalisée. Ces deux-là avec des pelures d'oignon et celle-ci avec... Voilà, je la mets là peut-être, que vous voyez. Voilà. Et celle-ci avec du marc de café. Donc je suis vraiment contente de mon résultat avec un gros plus sur le carotte, mais aussi sur le rose super poudré, super doux. En fait, c'est vrai, remarquez, je pourrais peut-être mettre ces deux-là ensemble finalement. Ouais, ça fait peut-être un peu trop ton sur ton. Et ces deux-là ensemble, ça fait peut-être un peu trop tranché pour le coup, je sais pas trop. Mais en tout cas, je les aime tous les trois super fort. Et j'ai très hâte de les tricoter, même si que ce soit celui-là ou celui-là, en fait, dans les deux cas, j'ai eu mon petit problème, comme je vous ai dit, sur le orange, ben, sur le jaune, ça m'a fait pareil, de fil qui commence à feutrer. Et je pense que c'est dû peut-être aussi à l'épaisseur de laine que j'ai choisie, parce que sur Alice Création, c'est là que je me suis acheté la laine vierge non teinte, il y avait plusieurs grosseurs proposées, et en fait, comme c'était pour des essais, j'en ai pris plusieurs, mais j'ai pris pour ceux-là, en fait, c'était les plus grosses épaisseurs, donc la laine la plus épaisse, c'est du 100% laine, et c'était aussi dans les moins chers, donc peut-être que du fait qu'elle est moins chère, la fibre était peut-être de moins bonne qualité, tandis que sur celui-là, qui était une qualité plus fine, que j'avais aussi acheté sur Alice Création, j'ai pas eu la même réaction, le fil est plus joli, elle est restée plus, je sais pas, il est resté plus, vous voyez, il a moins ce côté feutré que j'ai eu pour les autres. Donc, bon. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. J'essaierai d'en savoir plus. Voilà, pour mes 3 teintures végétales. Et je crois que c'est presque tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, je voulais vous montrer également mon petit carnet dans lequel je prends mes notes. Donc ça, c'est un petit carnet Paper Blanks que j'ai acheté l'an dernier, que j'aime beaucoup, qui est un peu dur à montrer parce qu'il est brillant. Donc avec la caméra, ça fait plein de reflets. J'adore ce motif. Et il y a même un super motif. Est-ce qu'on va le voir à la caméra? Ah, vous le voyez pas trop. Il y a un super motif sur la tranche. Et en fait, dans ce petit carnet, je note mes essais de teinture végétale. Donc à chaque fois, je note la quantité que j'ai utilisée, ce que j'ai utilisé. Comme ça, je garde une trace de mes expériences pour les prochaines fois ou pour quand je voudrais essayer de refaire une couleur ou de travailler plus ou telle couleur. Voilà, c'est mon petit carnet à essais de teinture végétale.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup teint aussi parce que j'ai découvert un nouveau podcast qui parle beaucoup de teinture et qui m'a vraiment appris plein de choses et inspiré et que j'ai adoré et dont j'ai dévoré, je crois, les 8 épisodes en 2 jours. Donc j'ai fait ma boulimique de podcast. C'est celui de Dunkelgrün. Alors j'espère que je le prononce bien parce que c'est pas du français. Et je ne sais plus, je crois que ça se prononce Dunkelgrün, ça veut dire d'un vert plus foncé. Donc déjà, le nom du podcast me faisait rêver. C'est Nathalie de By Night qui en avait parlé. Et donc, je suis allée voir par curiosité, puisqu'elle disait que cette personne qui est donc, je crois que, c'est une jeune fille qui a un doctorat en, en chimie, tout simplement. Elle est docteur en chimie et qui fait sur son temps libre de la teinture végétale pour tester de nouvelles couleurs. Elle disait qu'elle avait une approche du coup forcément très scientifique et très intéressante de la teinture végétale et de la teinture en général, puisque je crois qu'elle fait aussi la teinture aux poudres, elle fait plusieurs choses. Je suis allée voir son podcast par curiosité et finalement ça m'a tellement plu que j'ai regardé les 8 d'un coup. Je crois qu'il y en a 8 ou 10, mais j'ai tout regardé d'un coup. Et c'était top. Et ça m'a vraiment, vraiment porté à refaire des essais et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans la teinture végétale. Donc merci Nathalie pour la découverte et puis je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller voir et le podcast de By Night et celui de Dunkelgrün parce que vraiment les deux sont très agréables à regarder et on apprend plein de choses. Voilà, j'ai fini de vous bassiner avec la teinture végétale pour aujourd'hui, mais comme ça me plaît, j'avais vraiment envie de faire un morceau du podcast dessus. Je vais finir avec 2 choses. D'abord, hop, un espèce d'encours que j'ai, enfin j'en ai pas parlé au début, même si c'est du tricot, parce qu'en fait je suis un petit peu en train de faire des essais et que j'aurais bien voulu avoir votre avis. Donc c'est ceci que j'ai pour l'instant. Hop. Donc ceci est un essai, puisque j'ai décidé de faire... Oups, je vais bientôt plus avoir de batterie, ça va pas être pratique. On va essayer de finir. Hop. J'ai décidé de faire mon gros mouton et d'essayer de faire quelque chose à la façon des patrons de Andrea Mori, qui fait, donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le petit lien pour aller voir sur Ravelry, qui fait des patrons avec des nuances de fondu, ce qu'on appelle des faded en anglais, mais en français on dit fondu. Donc c'est-à-dire le principe, on tricote une première couleur, on tricote quelques rangs de la première couleur avec la seconde couleur ensemble, on tricote les laines ensemble et ça fait cet effet un petit peu de fondu qui nous amène à la couleur d'après. Donc là, pour l'instant, je suis pas très contente du résultat parce que je trouve que la transition est assez brusque, mais j'ai décidé de faire des expériences parce que j'aimerais bien travailler sur un modèle avec cette technique-là de fondu que je trouve super intéressante. Pour cela, j'ai utilisé 3 laines différentes que j'ai décidé de faire ensemble. Je ne sais pas trop dans quel ordre encore. Celle-ci, donc vous avez la vraie couleur à l'écran, qui est une laine juste dingue de Audrey. Petit bout de laine, petit bout de moi. C'est un coloris qu'elle m'a teint sur demande à l'automne dernier. Et j'avais un petit peu honte parce que je ne l'ai pas du tout tricoté tout de suite comme j'avais prévu de le faire. Parce que c'est une laine qui est tellement dense et riche en informations visuelles que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver un motif qui se voit dessus. Voilà, donc c'était un coloris qu'elle m'avait teint sur demande puisque je lui avais envoyé une photo d'une feuille d'automne. Vous savez, ces feuilles, celles qui sont marron avec du doré à l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'elle a réussi à rendre dans la laine. Donc c'est une laine vraiment magnifique et que j'adore. Mais que je ne savais pas associer avec une autre. Donc du coup, j'ai décidé de lui associer 2 différentes teintes. Voilà, donc cette teinte-là qui est mon fil à chaussettes que j'avais teint à l'hibiscus et plein d'autres choses, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc teint à la main et hop, la jaune ici au milieu qui était aussi un fil que j'ai teint et que j'avais teint au curcuma et oignon et curcuma je crois. Donc ces 3-là, hop, voilà. Je trouve que le résultat va être super automnal et je pense que ça va beaucoup me plaire. Je sais juste pas trop dans quel ordre les mettre et à quelle fréquence fondre les couleurs. Donc pour l'instant, je suis en train de faire des essais. C'est en cours. Donc ce sera mon prochain projet, je pense, que je vais faire vraiment pour l'automne. Donc là, je commence déjà à m'y préparer un petit peu. Donc pour l'instant, j'ai les pelotes qui tombent par terre. C'est pénible, ça roule les pelotes. Pour l'instant, j'ai fait ça. Mais je trouve, vous voyez, que la... On voit rien. C'est hyper compliqué à montrer. Je trouve que la transition est beaucoup trop brusque entre les deux. En fait, voilà, c'est celle-là, la laine d'Audrey, c'est celle-ci, et elle est super dense, c'est vraiment très, très foncé par rapport aux autres, et j'ai du mal à trouver la transition. Peut-être qu'il faudrait, en fait,
que je tricote la claire, que je la fonde un petit peu, que je tricote ma jaune, que je la fonde un petit peu et que ensuite, au bout de ça, je mette ça. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà, vous me direz si vous avez des avis, des conseils ou des choses à me dire là-dessus. Donc c'est au stade expérimental pour l'instant. Donc c'est un petit projet à venir que je voulais vous montrer pour vous demander votre avis. On est déjà à 45 minutes, il est super long ce podcast, mais ça vous fera un gros podcast à regarder pendant vos vacances ou avant vos vacances pour vous motiver à finir le travail ou à votre retour de vacances si vous êtes revenu. En tout cas, j'ai tout dit au niveau de mes projets. Je voulais juste terminer cet épisode en vous disant que je suis super excitée parce que je serai au festival Le Lot et la Laine qui a lieu le 22-23 juillet à l'écomusée de Cusals, donc dans le Lot, et j'ai super trop hâte d'y être. On y arrive, donc je traîne mon chéri là-bas. Je dis traîne parce que oui, dans un festival de laine, le pauvre, j'espère qu'il va pas trop s'ennuyer. Mais on en profite en fait pour découvrir un petit peu Saint-Cyr la Popie la veille et du coup le dimanche, on ira ensemble au festival et j'ai super hâte d'y être parce que j'ai vu qu'il y avait plein de podcasteuses et de créatrices que je suis le reste de l'année et j'ai super hâte de les rencontrer. Il y aura notamment Marilyn du blog Purple et de Purple Laine. Donc c'est sur son site que j'avais acheté, si vous vous souvenez, les laines pour mon Waterbury cardigan, les laines contrastantes, là, le gris foncé et le moutarde. Et c'est quelqu'un qui a l'air vraiment super. Je suis ses podcasts avec beaucoup de plaisir et j'ai super hâte de la rencontrer, d'acheter évidemment une de ses laines, puisque on va pas se leurrer, j'y vais là-bas aussi pour acheter un peu de laine. Et surtout pour vraiment pour rencontrer des gens, pour bavarder, pour passer quelques minutes avec elle, même si je sais que la journée va passer super vite parce que les horaires. Attendez, je vais mettre sur pause parce que ma batterie est en train de lâcher. Comment je fais pour mettre sur pause sur ce truc-là? Je peux, moi, ou pas? Non, je peux pas. Bon, ça va lâcher. Je vous embrasse très très fort parce que ma batterie lâche. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis, on se redonne rendez-vous au festival du Lot et la Laine pour celles qui y seront. Et pour toutes les autres, je pense à vous. Je ferai des petites vidéos et des photos pour tout vous raconter, c'est promis. Et au retour, j'aurai vraiment plein de choses à vous montrer, puisqu'en plus, je vais faire un stage de teinture végétale pendant le Lot et la Laine. Je me suis inscrite, donc j'ai trop hâte d'y être. Je fais ça le dimanche après-midi. Je vais également évidemment acheter de la laine, faire des rencontres. J'ai trop hâte et j'ai trop hâte de partager ça aussi avec vous et de vous partager mon retour sur cette super expérience. Je vous embrasse, merci de m'avoir regardé, vous avez tenu 45 minutes, vous êtes au top. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, passez un bel été, tricotez bien. N'hésitez pas à me suivre sur le blog ou sur les réseaux sociaux et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.